On va reprendre nos travaux, dernière partie de notre congrès, avec, vous voyez devant vous, une très large table qu'on a voulu la plus large possible. Et donc, merci à toutes les personnes d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc une table ronde qui est proposée sur le thème. Alors, le thème, c'est défaire l'extrême droite. 2 points, construire ensemble une alternative autour de l'effectivité des droits. Ceci fait écho, évidemment, à notre résolution de congrès qui a été adoptée ce matin pour une alternative démocratique et sociale. Donc vous voyez bien qu'il y a rebond. Simplement, on a souhaité inviter le plus large possible panel d'invités, des gens, des organisations avec lesquelles on travaille régulièrement, et donc pour essayer de commencer à poser un peu cette idée de comment construire quelque chose de commun en alternative, effectivement, à l'extrême droite. Nathalie, est-ce que tu veux juste nous dire un mot ? Oui, je voulais d'abord vous remercier d'avoir voté pour cette résolution parce que ça donne un mandat à la direction pour aller dans cette direction. Donc merci beaucoup et merci infiniment à nos invités parce que ça veut dire qu'on est déjà en train de construire quelque chose ensemble et que vous avez accepté aussi d'aller dans ce sens-là. Et on avait dit qu'on essayait de faire, on ne savait pas trop, on ouvre le chemin, mais on ne sait pas trop comment on va le faire, quels sont les moyens, etc. Mais je suis sûre qu'à nous tous, on va y arriver, on va gagner. Merci. Alors, donc, on doit rendre la salle à 16h15. C'est une des contraintes qu'on a. Donc, je serai simplement le maître du temps. Et donc, je rappellerai à nos amis intervenantes et intervenants qu'effectivement, le temps imparti à chaque intervention devra être au maximum de 8 minutes après calcul de l'ordinateur qui a donc découvert ça. C'est l'ordinateur. Et donc, l'idée, elle a été évoquée dès le titre, hein, c'est... L'ALDH a comme ambition, mais aussi on s'est aperçu que c'était presque aussi une demande de votre part, de dire faire table commune, inviter effectivement pour qu'on puisse travailler ensemble, réfléchir, partager un petit peu nos expériences et nos complémentarités qu'on a dans les luttes et les missions que nous avons et que nous partageons pour beaucoup. Pour construire ensemble une alternative au Front National. Ambitieux, au Rassemblement National. C'est ambitieux, ça fait celui qui sait comment faire, mais pas du tout. Et donc c'est bien pour ça que vous êtes là, pour voir comment, chacun avec nos spécificités, chacun avec nos engagements, chacun avec notre histoire, chacun et chacune avec notre agenda, on va être en capacité d'apporter chacun sa petite pièce du puzzle pour peut-être réussir à dresser ensemble effectivement un projet de société, enfin un projet de société, en tout cas un projet alternatif à celui qui est délétère du Rassemblement National. La première personne qui va intervenir, puisque sinon je vais commencer à être long et à prendre du temps, c'est Yuli Yamamoto, donc pour Attaque. Yuli, je te passe le micro parce que nous avons que 2 micros. Donc, Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais remercier l'ALDH de cette initiative. Effectivement, donc, comment penser ce front contre l'extrême droite, l'alternative à 2027 pour Attaque? Déjà, il y a un enjeu fort, c'est stopper la concentration des richesses qui est justement qui va de pair avec l'extrême droite, puisqu'on a atteint un niveau d'injustice absolument insoutenable. Les inégalités explosent pendant que les profits et les fortunes s'envolent. Et évidemment, couplé à la crise climatique, aux guerres, au péril démocratique, et là on a vu les atteintes aux libertés publiques, et bien c'est pas, on constate un durcissement du pouvoir autoritaire, et c'est pas un tapis rouge qui est en train de se mettre en place, mais un tapis de course et même un boulevard pour l'extrême droite dont les idées sont déjà là, comme la loi Darmanin l'a démontré.
Et à l'instar de l'Europe, eh bien la France s'enlise en fait dans sa doxa néolibérale et elle n'a absolument aucune stratégie à long terme. Avec le marché comme seule boussole, c'est dans une impasse face aux enjeux socio-écologiques dans laquelle nous nous trouvons. Et pire, c'est au-delà de l'impasse, on est droit dans le mur, avec un pied sur l'accélérateur. Par exemple, le fret ferroviaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, le fret ferroviaire, c'est le transport public de marchandises avec beaucoup moins de CO2, beaucoup moins polluant, et pourtant, eh bien, l'État a décidé de le liquider et de le mettre sur l'autel de la rentabilité. Donc sur la concentration des richesses, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il il a atteint un seuil absolument stratosphérique. 100% des milliardaires de moins de 30 ans tiennent leur fortune de l'héritage. Et donc ça, ce sont des études de Forbes et de UBS qui montrent que cette captation des richesses ne cesse de croître. La France a récemment atteint le top 3 des millionnaires, top 3 mondial des millionnaires. On a un fleuron, Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde et dont la fortune, sous les effets de la politique de Macron, a tout simplement triplé entre 2017 et 2024 et est passé de 70 à 220 milliards, ce qui permet un peu de situer le niveau de captation des richesses. Le problème des super profits, c'est la même chose en 2023, on a un record absolu avec près de 146 milliards. Donc cela gonfle évidemment des super patrimoines, les ultra riches qui vont évidemment verser des dividendes très forts aux actionnaires. Et là pareil, énième record du CAC 40 en 2023 avec près de 100 milliards de dividendes versés. Et donc bien ces hyper richesses donnent des méga injustices. On constate donc une augmentation des inégalités, de la pauvreté. 10% des plus fortunés possèdent la moitié du patrimoine du pays, pendant que 10% les moins fortunés n'ont rien. Sur le panier alimentaire, il n'aurait échappé à personne que la majorité de la population réduit son panier alimentaire, et c'est pas une petite majorité, c'est près de 80%. Et donc l'inflation, on en a vu les effets, elle frappe de plein fouet la population pendant qu'elle profite au profit des grandes entreprises. Et ce qu'on nous sert, c'est quoi? C'est une politique d'austérité extrêmement sévère, avec Bruno Le Maire qui sabre à grands coups de milliards les budgets socio-écologiques pour réduire le déficit qu'il a lui-même creusé avec sa politique. Donc il y a un enjeu programmatique extrêmement fort, en tout cas c'est ce que pense Attac, qui est de taxer l'hyper-richesse. Donc on pense que la justice fiscale est vraiment un outil qui peut permettre cela, qui peut permettre de changer le cap pour la bifurcation sociale et écologique. Parce qu'il faut en fait vraiment agir, il faut réduire les inégalités et il faut pouvoir agir sur les inégalités tout en finançant les enjeux environnementaux, parce que il n'y aura pas de justice sociale sans justice écologique, et on ne pourra pas préserver l'environnement si on ne réduit pas les inégalités, ça va ensemble. Attaque est pour évidemment la justice fiscale, mais même la révolution fiscale qu'on pense vraiment utile pour mettre un coup d'arrêt aux politiques néolibérales qui sont évidemment les meilleurs ennemis, les meilleurs amis de l'extrême droite. Donc oui, la justice fiscale, elle va être indispensable pour construire une démocratie qui est véritablement sociale, écologique. Donc ça va être une bataille culturelle à mener. Pour mener cette bataille culturelle, on pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a déjà tordre le cou aux idées reçues. Donc ça veut dire, par exemple, sur le ruissellement, marteler le fait que le ruissellement n'a pas marché. Depuis 2017, Macron fait des cadeaux fiscaux extrêmement importants aux grandes entreprises. C'est 200 milliards d'aides par an. C'est le premier budget de l'État. Et pourtant, eh bien, France Stratégie, qui est un organisme de Matignon, montre que ça n'a pas eu d'effet sur l'investissement, sur l'emploi. Donc cette théorie-là du ruissellement ne marche pas, et au contraire, ça fait effondrer la protection sociale, notre modèle social. Il faut aussi convaincre qu'il faut avancer dans le débat public sur l'hyper-richesse, que l'hyper-richesse, eh ben, c'est pas un modèle soutenable, que en fait l'hyper-richesse, on parle que d'une poignée de personnes, on ne parle pas de la majorité de la population, c'est pas être contre la réussite, contre l'émancipation personnelle, il ne s'agit pas de ça.
l'hyper-richesse, c'est l'indécence, et c'est la capacité c'est compromettre notre capacité à mener une vie digne sur une planète habitable, tout simplement. Et je pense qu'il faut réussir à gagner la bataille des idées sur cette question-là et un peu déconstruire les idées reçues sur ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que tasser l'hyper-richesse, c'est pas une utopie, c'est vraiment c'est une solution qu'on doit mener pour, mais c'est aussi vraiment possible. Et pour Attac, on a justement 6 mesures de justice fiscale, que ce soit à l'échelle française qui pourrait s'appliquer, mais aussi à l'échelle européenne, puisqu'on a une campagne d'Europe pour mettre en place vraiment des solutions de taxation. Donc face à l'extrême droite, eh bien, il va falloir placer les inégalités sociales au cœur du débat public, et ça pourra passer par le prisme aussi du féminisme et de l'antiracisme. Et c'est important de mener la bataille sur ces questions-là pour 2027. Et justement pour 2027, eh bien, les mouvements sociaux, on voit qu'ils sont récupérés ou tentés d'être récupérés par l'extrême droite. On l'a vu avec les Gilets jaunes, avec le mouvement agricole. Et là, il va falloir vraiment réagir. Donc les mouvements sociaux sont capables de travailler avec les politiques. Mais il va falloir pouvoir mener quand même 2 combats communs, c'est-à-dire déjà irriguer un discours, irriguer un programme de bifurcation, mais également la condition sine qua non à pouvoir peser dans le débat public avec des alternatives. Avoir un front social, ça va passer par défendre les libertés publiques. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours, mais il faut vraiment qu'on puisse mener le combat pour les libertés publiques, parce qu'aujourd'hui, tout engagement militant est criminalisé. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave, comme vous l'avez vu dernièrement, dans l'incapacité totale à pouvoir exprimer sa solidarité au peuple palestinien. Et donc sur ce front-là, on est côté Attac évidemment motivé à travailler dessus, et Attac signale que va vraiment se mobiliser avec la LDH pour œuvrer à ce front social qui pourra travailler avec le front politique. Merci. La parole est maintenant à Monique Guyot-Berny pour la CIMAD. Je t'apporte le micro. Bonjour, merci à la LDH de cette invitation. Je commence par l'article 1 de la CIMAD, puisque le sujet de la migration, c'est la vague la plus forte où surfent les idées d'extrême droite, les partis d'extrême droite. La CIMAD a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination, et en particulier contre la xénophobie et le racisme. Elle inscrit son engagement dans la perspective d'un monde plus humain et plus juste, et adapte constamment ses actions nationales et internationales aux enjeux de l'époque. Actrice de la société civile, elle collabore avec de nombreux organismes et partenaires de différentes origines, laïques et confessionnelles. Ça, ce sont les statuts. Nos modes d'action actuels: accueil des personnes en difficulté d'autorisation de séjour, visite de détenus étrangers, ouverture de temps d'apprentissage de la langue française, outils indispensables pour comprendre et agir, action de sensibilisation en direction de nos concitoyens et construction de plaidoyers portés à destination des décideurs, des élus. La CIMAD n'est pas solitaire et sait combien les partenariats sont importants par leur richesse et leur efficacité. Cependant, faire est devenu difficile, très difficile, ici, en France. Le texte de loi, dite loi Darmanin, voté le 26 janvier 2024, a été présenté dès novembre 2022 par le gouvernement et s'inscrivait dès le départ dans la lignée d'une frénésie législative sur ce sujet, avec plus de 20 lois en près de 40 ans. Et dans cette loi des séries, que l'on peut ainsi résumer, à chaque nouveau gouvernement son projet de loi sur l'immigration, et à chaque nouveau projet de loi des restrictions de droits supplémentaires pour les personnes étrangères. Le parcours législatif de cette loi est emblématique de la volonté obsessionnelle d'appréhender l'immigration sous l'angle d'une prétendue menace pour nos sociétés, de réprimer les personnes étrangères, de jouer sur les peurs au détriment des droits fondamentaux, de la réalité des mouvements migratoires, du respect de l'état de droit et de nos principes constitutionnels. Au-delà de l'examen
parlementaire, c'est également le débat médiatique l'entourant qui s'est montré dramatique, distillant, y compris sur des médias de service public, son lot de propos anti-migration stigmatisants, caricaturaux, voire franchement haineux. Il reposait sur l'idée qu'il faudrait à tout prix continuer à freiner l'immigration des personnes exilées jugées indésirables par un renforcement continu des mesures sécuritaires et répressives. Nous constatons tous que les faits divers récents sont présentés par les médias: attaque d'un fourgon pénitentiaire, évasion de retenue à Lille et à Sète, sous l'angle « les étrangers sont dangereux ». Ces idées terribles d'exclusion progressent, répétées à l'envi par plusieurs responsables politiques. Facile, car elles désignent des responsables. Nous les combattons ensemble, en alertant dans plusieurs publications, en prenant la parole lorsque nous sommes invités par les médias, en organisant des temps de rencontres. Aujourd'hui, nous constatons des situations dramatiques. Familles mises à la rue car considérées comme non régularisables d'après les critères devenus très restrictifs, voire intenables, titres non renouvelés par défaut d'accès aux droits, entraînant une perte d'emploi et ou de logement ou plus, enfermement en centre de rétention administratif avant expulsion et bannissement, obligation à quitter le territoire français opposable à toute demande de régularisation. Je signale au passage que chaque année, 100 000 OQTF sont délivrés. Jeunes ni mineurs, ni majeurs, que l'on mésaccueille et qui sont livrés à la rue. Détenus, sans perspective de réintégrer la société à la fin de leur peine, car reconduits, expulsés. Instrumentalisation de la menace à l'ordre public pour éloigner des personnes étrangères du territoire. Soumission d'aide de la France pour des États non membres à leur capacité à retenir leurs ressortissants. L'État français fabrique des sans-papiers. Condamner des hommes, des femmes, des familles à la précarité, à l'incertitude du lendemain, à la détresse, est-ce une perspective pour notre société? Faire est devenu difficile en Europe. Une Europe forteresse, dans un contexte européen, avec le pacte sur l'asile et l'immigration, voté lui aussi au Parlement européen en 2024, nous le nommons le pacte de la honte. Cette réforme intensifie tout d'abord le marchandage avec les pays tiers dits tampons, comme la Turquie, la Libye, le Niger ou l'Albanie, afin d'empêcher l'immigration. L'Union européenne et ses États membres se rendent ainsi tacitement complices de tous les traitements dégradants et crimes commis par ces pays pour contenir et refouler les personnes migrantes. Violence, torture, enfermement. Aux frontières, le pacte instaure un tri des personnes arrivantes, avec notamment la création de zones d'exception sur le modèle des camps à ciel ouvert des îles grecques, où l'accès aux juges est rendu quasi impossible et où le recours à la détention, y compris des enfants et des familles, est normalisé. Or, ces mesures sont non seulement déshumanisantes et cruelles, mais elles sont contre-productives et inefficaces, car l'impossibilité pour les personnes d'accéder à des voies migratoires sûres et légales ne fait que les contraindre à emprunter les chemins les plus dangereux. Le pacte européen va donc inévitablement renforcer le business des passeurs et multiplier les drames humanitaires. Cependant, il nous faut dire et voir à l'horizon, dénoncer, réagir, évidemment. Mais au-delà, il nous faut annoncer et rétablir des vérités. Un autre monde est possible si, déclarait Suzanne Georges, et comme le chante Sinsémilla, tu peux fortifier les frontières, dresser des miradors entre toi et la misère pour protéger tes trésors. Que penses-tu régler? Qui crois-tu stopper? Vous avez vu la petite pancarte qui est passée devant moi, il me reste 1 minute, parce qu'au début c'était 9 et maintenant c'est passé à 8. Donc, je raccourcis. Assez nombreux pour rappeler la France et l'Europe à la raison et surtout à leur devoir d'humanité, nous tous, sur ce sujet comme sur d'autres, acteurs associatifs, syndicats, collectivités accueillantes et membres toujours plus nombreux de la société civile, indignés et inventives, dressons-nous en rempart et agissons quotidiennement pour déconstruire les peurs et les préjugés qui ont donné libre cours aux idéologies xénophobes. Il nous faut promouvoir des modèles d'accueil dignes et fraternels. L'heure n'est pas au renoncement, mais plus que jamais à la résistance.
L'étranger n'est ni une menace, ni un danger. Il est en danger. Avant de passer la parole à Jean-François Julliard pour Greenpeace, on a reçu un message du GISTI de Vanina Ricci-Cioli et Christophe Daoudouche qui ne peuvent pas venir et qui nous ont envoyé un petit message que je vais vous lire. Chers amis, chers congressistes, malheureusement, le GISTI ne peut pas participer à la table ronde du 20 mai à laquelle vous avez eu la gentillesse de nous convier et nous le regrettons. Cette année encore, nous avons eu l'occasion de nous retrouver autour de combats communs, qu'il s'agisse de l'adoption d'une des pires lois jamais votées en droit des étrangers, du durcissement sans précédent sur la liberté associative ou plus récemment autour du droit de vote des étrangers, avec plus ou moins de réussite, avouons-le. Nous venons de fêter récemment nos 50 ans. Il a été question de notre histoire commune, faite de convictions partagées, de liens personnels, parfois de différences d'appréciation sur la forme, parfois sur le fond, mais jamais de divergences profondes. C'est pourquoi, tout à la fois malheureusement et chaleureusement, nous avons d'importantes perspectives de mobilisation à venir. Premier effet de la loi Darmanin, conséquence du pacte européen, énième durcissement sur l'accès aux soins des étrangers ou sur la prise en charge des mineurs isolés seront à coup sûr dans nos agendas communs. À bientôt donc et bon congrès. Merci. Jean-François Julliard, je vous passe la parole. Comme vos voisines et vos voisins, vous avez entre 7 et 8 minutes. Merci, bonjour à tout le monde. J'ai bien compris qu'il y a une petite pression sur le temps qui allait s'accélérer, donc on va y aller direct. Non, merci pour cette invitation, parce que c'est toutes ces questions de comment combattre les idées d'extrême droite sont des questions qui agitent toutes nos organisations, et je pense que si on est là, c'est parce que ça agite nos organisations. Moi, c'est des discussions que je commence à avoir de plus en plus présentes avec les salariés Greenpeace, avec les bénévoles qui sont engagés avec Greenpeace, avec nos instances de gouvernance. Et si on n'a pas bien sûr toutes les réponses à ces questions aujourd'hui, en revanche, on a une certitude, c'est qu'on n'arrivera à rien tout seul. Donc ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on est heureux d'être là parmi toutes ces organisations pour essayer de trouver des réponses ensemble. Nous, on essaie aussi d'apporter une brique à cet édifice qui est celle en lien avec la mission sociale de Greenpeace, qui est de protéger l'environnement. Et on voit bien depuis quelque temps qu'il y a à la fois une double tentative d'écologisation de l'extrême droite et d'extrême droitisation de l'écologie. C'est encore des signaux faibles, c'est pas des choses qui sont forcément toujours très palpables, mais nous on le voit sur le terrain, on le voit dans les discussions qu'on peut avoir, on le voit dans les instances de plaidoyer politique. Il y a cette tentative, cette double tentative portée notamment par l'extrême droite de faire avancer ces sujets-là. Et face à ça, il y a besoin d'une vigilance très importante qui pour nous passe par plusieurs choses. C'est premièrement un décryptage de la réalité des positions environnementales avec beaucoup de guillemets des partis d'extrême droite. C'est la première chose. La deuxième, c'est un rappel des valeurs que sont celles de l'écologie et en défaut de celles qui ne sont pas de l'extrême droite. Et puis, la troisième chose, c'est de conserver une approche politique de l'écologie et d'essayer de faire en sorte de ne surtout pas vider de sa substance politique le combat écologique et l'activisme écologique. Donc, première chose sur l'extrême droite. L'extrême droite n'est pas écologique. Il suffit pour ça de regarder un peu quelles sont les positions prises, les votes qui sont faits, que ce soit à l'Assemblée nationale française ou au Parlement européen. L'extrême droite politique, elle a essayé, et elle continue de le faire, de détricoter complètement le Green Deal européen. On n'est pas parfaitement fan du Green Deal européen, c'est pas un instrument magique, tout n'est pas bon dans le Green Deal européen, mais il y a malgré tout beaucoup d'avancées qui concernent notre vie quotidienne, que ce soit sur notre alimentation, sur la qualité de l'air, sur la protection des forêts, sur la qualité de notre nourriture et tout un tas de sujets qui sont des avancées liées aussi au Green Deal européen. L'extrême droite politique, c'est aussi la volonté de freiner le développement des énergies renouvelables, d'augmenter le développement des pesticides, une vision technosolutionniste qui consiste à penser qu'un jour on va trouver les moyens de capter
par la plus grande des magies de capter tout le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et que ça va résoudre tous les problèmes. Et puis surtout, il n'y a aucune approche, en fait, globale. Quand vous regardez un peu ce que l'extrême droite porte sur les questions environnementales, il n'y a aucune approche globale, aucune vision de la lutte contre le dérèglement climatique, de la lutte contre l'extinction des espèces, de la lutte contre les pollutions plastiques et chimiques qui gangrènent la planète. Donc il n'y a vraiment pas d'approche écologique, d'approche environnementale de la part de l'extrême droite. Et c'est important de le rappeler, parce que c'est aussi par le combat sur ces faits, sur les décisions qui sont prises, sur les votes qui sont portés, qu'on peut aussi démontrer et décrypter cette illusion qu'il pourrait y avoir un jour une extrême droite écologique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur les valeurs, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien rappeler aussi, parce qu'au-delà de la mission sociale qu'on a de protection de l'environnement, Greenpeace, comme beaucoup d'organisations, c'est aussi un socle de valeurs. Et ces valeurs, ça va de l'ouverture aux autres, de la solidarité internationale, du respect d'autrui, de la dimension globale de nos enjeux, de tout un tas de choses qui ne sont pas compatibles de toute façon avec le socle de valeurs porté par l'extrême droite. Donc même si à un moment donné on arrivait à trouver une ou deux mesures qu'on pourrait éventuellement soutenir dans ce que l'extrême droite pourrait porter sur les questions écologiques et environnementales, finalement sur ce socle de valeurs il y a tellement d'antagonisme, tellement d'opposition que en soi ça disqualifie l'écologie l'extrême droite comme un parti politique qui pourrait travailler sur les questions écologiques. Et puis je rappelle que l'extrême droite, c'est aussi le rejet de ce que nous sommes à cette table, c'est-à-dire c'est le rejet des luttes syndicales, c'est le rejet du combat associatif, c'est le rejet de l'indépendance des médias, c'est aussi tout ça. Et puis dans le monde, quand on voit les accointances et les alliés de l'extrême droite française, elles vont vers tous les régimes les plus rétrogrades en termes de protection de l'environnement. C'est la Russie de M. Poutine ou le Brésil de M. Bolsonaro. Donc c'est les pays qui ont fait le plus de mal à l'écologie et à l'environnement qui sont ceux aujourd'hui proches ou soutenus par l'extrême droite française. Et puis enfin, comme je disais, sur cette dimension politique du combat écologique. Bien sûr, l'écologie, ça concerne tout le monde sur cette planète. Tout le monde, à un moment donné, est de près ou de loin concerné par les dérèglements environnementaux, par les dérèglements climatiques. Ça ne fait pas pour autant de l'écologie une manière qui est portée avec sincérité par l'ensemble des partis politiques. Donc il faut garder cette dimension-là. Il faut rappeler en permanence que la lutte écologique est une lutte politique. Ça ne veut pas dire qu'on est là, et nous, Greenpeace, on n'est pas là pour dire qu'il faut voter pour tel ou tel parti. On n'est pas dans une approche partisane. Mais en revanche, il faut éviter de tomber dans le travers de dépolitiser l'écologie et l'activisme écologique. Et les scrutins politiques sont essentiels aussi à ce titre-là. Il y en a un, les élections européennes qui ont lieu dans quelques semaines à peine. Et c'est essentiel, comme je l'ai dit, beaucoup des questions environnementales et écologiques sont des enjeux européens. Donc c'est un scrutin essentiel. Alors, pour nous, il n'est pas temps aujourd'hui on n'a pas le temps de mener la grande bataille idéologique qu'on voudrait mener. On n'aura pas le temps, d'ici le 9 juin, d'aller convaincre les indécis. Mais ce qu'on s'est déterminé à faire, nous, Greenpeace et à peu près l'ensemble du mouvement climat, c'est de rappeler l'importance de cet enjeu européen et d'aller convaincre les personnes progressistes qui auraient une tentation abstentionniste d'aller voter. C'est essentiel parce qu'on le voit bien dans toutes les études et les sondages qui sont faites. L'abstention, elle va plutôt être du côté de ceux qui vont soutenir des mesures progressistes. Donc c'est essentiel de faire passer ce message-là. C'est essentiel de convaincre, et chacun peut le faire à son niveau, de convaincre vos proches, vos amis, vos familles d'aller voter le 9 juin. Et je m'arrête là. Merci. Merci déjà à toutes et tous et à toi Jean-François de montrer comment chacune et chacun vous apportez votre pièce au puzzle qu'on essaye là de bâtir, qui restera avec beaucoup de travail à faire après, mais au moins je trouve que cette présentation que vous faites nous permet de voir en quoi nous sommes complémentaires et on partage effectivement les valeurs. Cécile Duflot, vous avez la parole. Merci beaucoup, je mets le chronomètre, je vais tenir pile les 8 minutes. Même si c'est 5, je tiendrai 8. Je vais essayer de dire quelle peut être notre pierre et
La pierre d'Oxfam, on est d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François et avec tout ce qu'a dit Yuli sur la question des inégalités. Donc je ne vais pas rajouter une couche sur le sujet qui sont évidemment nos thématiques. Mais peut-être un éclairage international. Oxfam fait partie de la grande famille d'Oxfam International et un certain nombre de nos collègues en Inde notamment et aux États-Unis, bien sûr sous Trump, et au Brésil ont vécu le retour de l'extrême droite où vivent. Oxfam Inde est quasiment dissoute comme toutes les organisations un peu autonomes de la société civile. Et je me suis dit que ça devait nous interroger et nous obliger à réfléchir. La table ronde à laquelle vous nous avez invités, et je vous remercie, et je remercie beaucoup la Ligue des droits de l'homme de l'avoir organisée, surtout maintenant et avec l'ensemble des personnes qui sont ici, parle de résistance de fait, parle de savoir comment on va faire échec à un scénario annoncé. Et je pense qu'il y a 3 éléments très particuliers à la France qui nous mettent en danger. Le premier, c'est que nous avons complètement perdu l'habitude de l'extrême droite. Les derniers qui ont vécu l'extrême droite au pouvoir, c'est les résistants sans doute, et pour les plus jeunes d'entre eux à l'époque, ils sont centenaires aujourd'hui. Donc même si certains ont connu l'époque de la Seconde Guerre mondiale et encore moins les années 30, il y a une totale perte de qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, on ne sait pas même entre nous qu'est-ce qu'on ferait si l'extrême droite était élue, avec un certain nombre de dispositions totalement liberticides qui ont été votées en particulier dans la foulée de l'introduction de l'état d'urgence dans la législation française classique. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ce que ça signifierait. Le deuxième point, c'est la contamination des autres partis, c'est-à-dire que les frontières de l'extrême droite sont quand même poreuses. Un certain nombre de réformes notamment, et Monique en a parfaitement parlé, des questions relatives aux étrangers, en fait, auraient été des dispositions considérées comme clairement d'extrême droite et sont votées par une majorité qui prétendait être et de droite et de gauche. Et enfin, et je pense le plus grave, et peut-être que le thème de cette table ronde en est l'illustration, une forme d'acclimatation collective à cet horizon. C'est-à-dire que, et notamment grâce à une opération extrêmement bien organisée autour de Bolloré, la participation d'une idéologie qui infuse dans l'ensemble des médias pèse sur le moral, y compris de ceux qui devraient être résistants. On a tous un peu l'impression que quelque part c'est un peu foutu, que ça va nous arriver, on a juste à attendre de comment ça va nous tomber sur la figure et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et ça, c'est ce que on utilise avec d'autres méthodes qu'on appelle le vaudou, qui consiste à essayer de intoxiquer les gens pour leur faire des erreurs. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver, et en particulier à la gauche politique, qui face à une espèce de tsunami qui devrait la mobiliser et la faire se solidifier, s'affaiblit et est dans la situation de la grande faiblesse partisane que la gauche et les écologistes français montrent aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a peut-être un pas de côté à faire et se dire comment ça s'est passé avant. Et je voudrais à cet instant faire un clin d'œil à votre nouvelle présidente Nathalie qui en a parlé dans Le Monde en disant c'est au siège de la Ligue qu'avait été signé le pacte d'unité d'action de 1934 qui devait permettre ensuite la naissance du Front populaire. Alors là je vais faire une autre référence historique à quelqu'un de chez vous. Il s'appelle Henri Noguer et il a écrit un livre sur l'histoire du Front populaire avec une partie très intéressante dans laquelle il dit que c'est à tort qu'on dit que ce pacte est la naissance du Front populaire, parce que la différence entre le Front populaire et le pacte sera la présence dans le Front populaire d'autres forces, les 2 CGT, la LDH, le Parti radical, je le cite, la Fédération sportive et gynéque du travail, les chrétiens de la Jeune République, les maçons du Grand Orient, les intellectuels du comité de vigilance antifasciste, bref, 97 organisations diverses qui, lors des assises de la paix et de la liberté, sous la présidence en effet de Victor Bache, alors président de la LDH, feront le serment qui formera la charte constitutive du rassemblement qui deviendra le Front populaire. Et je pense qu'on a quand même parfois des leçons à tirer de l'histoire et de comment on fait ceux qui étaient face aux ligues factieuses, face auxquelles je pense que, y compris certains des plus radicaux du Rassemblement national, sont encore d'aimables enfants de cœur. Donc, ils ont eu cette intuition qui était la bonne, qu'il fallait un rassemblement très large. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on le fait? Comment, voilà, au-delà de savoir qu'est-ce que chacun peut apporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois qu'il faut à la fois penser la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et à cet instant, je veux dire qu'au Brésil, Lula a réuni un comité qui s'appelle le Conseil de participation sociale, qui tous les trimestres, avec 68 représentants de toutes les organisations qui ont participé de la campagne de Lula, parce qu'il faut dire qu'à la différence de nous, la question de savoir si on était indépendant des partis, quand vous étiez comme Oxfam, une organisation dont le siège a connu 3 attentats, vous posiez peu la question de savoir si vous alliez faire campagne contre celui qui pouvait battre Bolsonaro ou pas. Donc la question se posait de manière beaucoup plus différente. Ils ont réussi
à penser aussi l'exercice du pouvoir pour que cette conquête du pouvoir se fasse avec ensuite des mesures qui seraient mises en œuvre. Je le dis, une partie de la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons est probablement le résultat du quinquennat de François Hollande, dans lequel un certain nombre de dispositions votées ont donné le sentiment à une grande partie du pays que la gauche n'était pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû faire et que donc cette forme de désespérance produit le terreau nécessaire à l'extrême droite. Donc, comment faire ? Un rassemblement, ça ne veut pas dire que tout le monde parle de la même voix. Je pense qu'il faut vraiment réussir à se dire que si on essaye de dire que tout le monde doit dire la même chose, et surtout tout le monde doit obéir à un chef, et j'en terminerai avec ce point, on s'en sortira jamais. Que oui, comme l'a dit Yuli, bien sûr, et même des ultra-gauchistes comme Jean Pisani-Ferry et Madame Mahfouz ont montré qu'on pouvait financer les efforts en faveur de la transformation écologique de notre modèle grâce à une taxation des plus riches. Et oui, aujourd'hui, il y a une accumulation de la rente au profit des plus riches. Donc, on sait ce qu'il faudrait faire. Ça, il n'y a pas tellement besoin. Ensuite, chacun dit de manière différente, a des expressions, des priorités qui varient. Et donc, il faut réussir à créer une polyphonie. Une polyphonie, c'est comment être ensemble, chacun avec sa voix, mais que ce soit harmonieux. Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa voix, mais c'est pas du tout harmonieux. Et donc peut-être que c'est le rôle historique que la Ligue doit reprendre, d'être ce lieu où se crée cette polyphonie. Où les efforts que nous avons pu faire, que ce soit au sein du Pacte du pouvoir de vivre et de l'Alliance écologiste et sociale, ont montré qu'on pouvait dépasser des enjeux très profonds entre les questions de justice sociale et les questions écologiques, et qu'un modèle qui mêle ces deux dimensions était possible. Donc voilà, on résume aussi beaucoup le Front populaire en disant qu'on est passé de l'idée d'une démocratie libérale à une démocratie sociale. Peut-être que le pas que nous devons franchir et le moment si difficile que nous traversons, c'est celui qui nous emmènera vers la démocratie écologique. Et nous aurons besoin, peut-être encore plus qu'avant, que ce ferment de la polyphonie soit créé. Alors, si c'est le rôle historique de la LDH, prenez-le, nous en serons. Qu'on prend volontiers. Merci pour le boulot qu'on va prendre volontiers. La parole maintenant est à Nelly Bertrand pour le syndicat de la magistrature. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la LDH pour votre invitation à ce congrès. Bon, sans surprise, mon intervention va se centrer plutôt sur le rôle de l'autorité judiciaire pour faire face à la menace de l'extrême droite. On traverse là une séquence dans laquelle la justice peut légitimement être vue comme un adversaire, et notamment parce qu'elle a répondu à l'ordre de réprimer rapidement, fermement, à la suite de la mort de Naël, par exemple. Parce qu'elle contribue à la criminalisation de la pauvreté et à celle des personnes étrangères en appliquant des lois comme la loi Kasbarian ou comme la loi immigration, et parce que, encore plus récemment, des outils judiciaires comme la garde à vue ou le délit d'apologie du terrorisme sont utilisés à des fins de maintien de l'ordre et de censure du débat démocratique. Et cette période troublée révèle en réalité avec clarté la fragilité des équilibres démocratiques, et elle démontre qu'aucune garantie n'est acquise. Et elle rappelle que c'est justement dans ces périodes sombres que le besoin de régulation sociale et de contrôle des atteintes aux libertés publiques se fait le plus sentir. Et les magistrats ont un vrai rôle là-dedans. Ils sont les garants de ces libertés, même si on l'oublie souvent, et parfois les magistrats l'oublient eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est l'enjeu pour 2027 face à ces constats? C'est comment faire pour que la justice retrouve pleinement sa place de rempart contre les atteintes aux libertés publiques et individuelles, et plus largement, comment renverser la tendance face à un exécutif qui utilise le droit comme un outil de répression, comment en faire de la justice un outil au service du mouvement social pour que le plus grand nombre soit à même de l'utiliser pour faire valoir ses droits et pour faire valoir un changement radical de la société. Il faut quand même rappeler que l'autorité judiciaire a été en première ligne ailleurs en Europe, notamment en Pologne, pour lutter contre le recul de l'état de droit, et elle doit aussi être en première ligne en France pour protéger contre les atteintes qui sont déjà portées aux libertés publiques et qui pourraient s'intensifier avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
Et pour cela, nos syndicats de la magistrature, on croit beaucoup aux nouvelles générations de magistrates et de magistrats et aux nouveaux syndiqués qui arrivent par dizaines avec l'envie de porter les causes sociales, écologistes, féministes, antiracistes dans les actions syndicales. Mais pour se déployer, ils ont besoin d'une pleine indépendance, de pouvoir s'appuyer aussi sur des garanties fondamentales fortes, protégées par un conseil constitutionnel, un conseil d'État qui remplissent pleinement leur rôle eux aussi. Et ça implique d'agir dès maintenant pour verrouiller les acquis et les institutions afin qu'ils ne puissent pas être défaits par l'extrême droite qui arriverait au pouvoir. À titre d'exemple, un signe d'espoir pour nous, c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Mais il faut se donner l'ambition d'aller au-delà des compromis politiciens pour créer des verrous qui sont plus solides encore et qui ne pourraient pas être défaits par une simple loi. Au syndicat de la magistrature, on porte depuis des années, et il y a une unanimité chez les professionnels là-dessus, une réforme constitutionnelle pour rendre l'autorité judiciaire véritablement indépendante de l'exécutif. Ça passe par un renforcement du Conseil supérieur de la magistrature, qui devrait être le seul compétent pour nommer les procureurs et pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats. Ça passe également par la consécration au niveau constitutionnel du droit de grève des magistrates et des magistrats et par un renforcement de leur liberté d'expression. On pense aussi qu'il est nécessaire de s'interroger collectivement sur une réforme du Conseil constitutionnel et notamment après ce qu'on a vu avec la loi immigration. Même si notre syndicat et beaucoup d'organisations autour de cette table continuent à jouer le jeu en adressant des contributions extérieures au Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi, il est urgent de renforcer son rôle juridictionnel qui semble aujourd'hui s'effacer derrière des logiques beaucoup plus politiciennes. Voilà, donc la feuille de route est assez longue et on pense à ce titre que l'action du syndicat de la magistrature est très complémentaire à celle d'autres organisations qui sont autour de cette table et notamment la LDH pour accompagner un changement de société et un renforcement des institutions de l'état de droit. Il est indispensable pour nous que les magistrats s'ancrent dans la société civile et en comprennent les aspirations, qui favorisent aussi la connaissance de leurs droits au plus grand nombre pour se prémunir contre les abus de pouvoir dont j'ai parlé et la répression toujours plus inventive des mouvements de contestation. En tant que syndicat de la magistrature, c'est important pour nous de rappeler le caractère indispensable de la justice dans les luttes et du combat par le droit. Et à ce titre, la Ligue des droits de l'homme est pour nous essentielle. Elle est un modèle par son déploiement sur tout le territoire et par la diversification de ses moyens d'action. Je pense notamment au réseau d'observateurs qui viennent rendre plus concrètes et plus nourries les actions de plaidoyer qui sont menées par ailleurs. Et la LDH est donc pour nous un véritable repère. Elle joue un rôle de pont entre les organisations qui a permis déjà des belles victoires et notamment par le biais des actions en référé de liberté devant le tribunal administratif ou devant le Conseil d'État qui sont menées. La poursuite de ces actions est précieuse pour le syndicat de la magistrature, mais on pense que l'enjeu c'est de réussir à aller encore plus loin. Il faut pour nous que le recours aux outils juridiques pour lutter contre les atteintes aux libertés ne dépende pas seulement de certaines organisations qui sont pour beaucoup ici, mais que les citoyens s'en saisissent plus largement à des échelles plus diversifiées, fluidifier les échanges entre les organisations, les avocats, les citoyens. Et on a pour ça de nombreuses armes à notre disposition, le travail pédagogique de la LDH et du syndicat de la magistrature sur les manifestations, les violences policières, l'expérience militante des grandes centrales syndicales, le rôle pivot d'attaque, la force de frappe des associations et des collectifs écologistes, des défenseurs des droits des personnes étrangères, le syndicat des avocats de France et les nombreux avocats qui sont aux côtés de plusieurs organisations présentes ici. Donc on a énormément d'outils à notre disposition et ça nous permettra de réfléchir ensemble à comment développer nos moyens d'action encore et surtout à comment les diffuser largement afin de renforcer nos institutions. Et ça passe, on a eu comme idée en y réfléchissant, par des formations communes auprès des militants de terrain, puisqu'il est important de renforcer pour nous le maillage territorial, et aussi de toucher le plus grand nombre au-delà des cercles strictement militants, en réfléchissant à des méthodes de communication communes et coordonnées pour mener la bataille idéologique dont tu parlais,
Yuli. Et voilà, donc le combat est rude, les obstacles sont certes nombreux, mais les forces sont là. Et je voulais porter un message positif, voilà, en disant qu'on pourrait devenir très, très puissant si nous mettons nos forces en commun. Merci beaucoup, Nelly Bertrand. On va rester dans le domaine du juriste, du droit, de la justice, en donnant la parole donc aux représentants des syndicats des avocats de France Judith Crédit. Merci. Alors merci pour cette invitation. Félicitations à Nathalie. On est quand même assez ravis d'avoir une avocate du SAF, qui devient présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et avec sa personnalité formidable, etc. On est sûr que ça ne va faire que faciliter encore plus les échanges et l'efficacité de nos actions communes. Alors le SAF, je le rappelle parce que même nous, parfois, on est obligé de se le rappeler entre nous. C'est pas un parti politique, c'est d'abord un syndicat d'avocats. Et alors parfois, ça râle en interne en disant mais là, on devrait d'abord se battre pour la profession. On est un syndicat d'avocats. Oui, bien sûr, il faut se battre pour la profession, pour les conditions d'exercice de nos droits, nos conditions d'exercice. Mais en réalité, on a aussi dans nos statuts l'accès au droit, la défense de l'accès au droit, la défense des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Et finalement, pour nous, ce qui nous différencie peut-être d'autres syndicats d'avocats, notamment les avocats d'affaires, c'est que nous, on défend nos conditions d'exercice pour être en capacité d'avoir une force de frappe et de survivre dans nos actions pour l'accès au droit et pour les libertés fondamentales. Je dis ça parce que défendre les conditions d'exercice dignes, notre indépendance, le secret professionnel, etc., ça fait partie de toutes les choses qui pourraient être mises à mal, y compris avec l'arrivée d'extrême droite. Ce qui vient de se passer en Tunisie avec des avocats arrêtés, ce qui se passe en Iran, en Turquie, nous montre à quel point c'est indispensable qu'on soit vigilant tout le temps. Et la bascule, on sait ce que ça pourrait être. On n'en est pas là, heureusement, mais à tout moment, on n'est pas à l'abri qu'on finisse par nous assimiler aux causes des clients que nous défendons et par essayer de nous empêcher d'exercer nos missions. Un sujet qui a été évoqué récemment, c'est la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. Je crois que la LDH a signé une tribune et d'autres ici ont signé une tribune qu'on avait initiée pour se battre contre ça. On appelle ça aussi le légal privilège. Les autres syndicats d'avocats se battent parce que ça pourrait porter atteinte à la profession, au secret professionnel, etc. Mais nous, on se bat là-dessus parce que déjà, les juristes d'entreprise, ils ne sont pas indépendants, ils sont subordonnés. Parce que, et puis surtout parce que c'est aussi l'accès à la preuve qui est en jeu. Et là, ça nous concerne tous. L'accès à la preuve pour les lanceurs d'alerte, pour les consommateurs, pour les salariés, pour tout le monde finalement. Donc, il y a toujours un lien entre l'exercice de la profession, l'indépendance et la défense des libertés. Après, bien sûr, dans la défense des libertés, on est tous conscients ici que l'activité de notre gouvernement, la volonté de défendre les intérêts économiques sous l'angle du profit à tout prix, risque de l'emporter sur l'intérêt général. On a tous conscience que les victimes de cette politique, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire, on le voit dans les différentes lois, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les locataires, les mineurs, les étudiants, les femmes, les migrants, les générations futures et les autres peuples. Je parle de droits, je parle de lois qui sortent tous les quelques mois, tous les ans en ce moment, qui portent toujours atteinte à ces personnes-là et qui ne sont pas tellement représentées dans le débat public et au pouvoir. Nous avons conscience, comme vous, que tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de les faire taire, de faire taire tous ceux qui s'opposent à cette politique-là. Et on a tous conscience, comme vous, au SAF, du risque que ces moyens mis en œuvre font peser sur la démocratie et du tapis rouge que ça pourrait constituer pour l'extrême droite. Un des pires outils utilisés là-dessus, c'est la déformation des propos, la déformation des notions, les amalgames. Exemple, certains m'ont déjà entendu le dire, mais
Grève égale prise d'otage de la population, atteinte à l'intérêt général. Manifestation, risque pour l'ordre public. Critique de la politique israélienne égale antisémitisme. Soutien au peuple palestinien égale apologie du terrorisme. Mouvement écologiste, écoterrorisme. Ils ne sont pas Enfin, l'imagination est débordante quand il s'agit de déformer les choses pour essayer de justifier de la répression, y compris judiciaire. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait au SAF? On participe à des actions et des recours, à vos côtés bien souvent, pour empêcher les interdictions de manifester, les interdictions de débat, pour combattre les gardes à vue préventifs, pour combattre les suppressions de subventions, les tentatives de dissolution, pour être aux côtés des militants lorsqu'ils sont poursuivis judiciairement, pour empêcher la surveillance, les fichiers, etc. Mais on est aussi à vos côtés pour communiquer, pour faire cesser les contre-vérités, les amalgames, etc. Mais les derniers temps, comme vous, et c'est bien l'objet de cette table ronde, on essaye de trouver des moyens de retrouver l'énergie, de trouver de l'espoir, au-delà de dire on lutte contre. On lutte contre l'extrême droite, ok, mais pour y arriver, il faut forcément qu'on arrive avec du pour. Et là-dessus, pour moi en tout cas, et ça, on diffuse ça en interne aussi, il faut qu'on aille sur des questions comme l'emploi, la santé, l'environnement, même combat. Créer du lien entre syndicalistes et militants écologistes. C'est pas pour rien si tous en prennent plein la figure. C'est les premières victimes de la répression. Pourquoi? Parce que je pense que les dirigeants savent que si c'était ensemble tout le temps, on serait plus fort finalement. Et donc en fait, ils ont peur. Ils ont juste peur. C'est pour ça qu'ils tapent. Et pour qu'on soit plus fort, il faut qu'on agisse de concert. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se rencontre et qu'on fasse en sorte de construire des luttes ensemble, en faisant très attention de ne pas faire des luttes qui se nuisent les unes aux autres. Pendant longtemps, les salariés se disaient, certains se le disent encore, j'ai bientôt fini, c'est ok pour moi de détruire ma santé parce que c'est pour garder mon emploi. Certains se disaient, certains se disent encore malheureusement, c'est ok de détruire la planète si c'est pour conserver mon emploi. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois, notamment la loi Climat Résilience de 2021, on essaye de leur faire admettre l'idée que ce serait ok qu'ils perdent leur emploi si c'est pour sauver la planète. Mais ça, c'est culpabilisant. Ça, c'est paternaliste, et en fait, c'est pas ok. C'est pas ok de perdre son emploi, c'est pas ok de détruire la planète, et c'est pas ok de détruire sa santé. Et en plus, c'est faux et c'est hypocrite. Parce que quand on vient détruire des emplois en France, on sait très bien ce qui se passe. Ce qui était avant à la mode, le dumping social, maintenant ça devient le dumping écologique. On arrête une activité ici, mais on continue à la produire ailleurs, on importe et on distribue la même chose en France. Ça se voit sur le charbon, ça se voit sur le ciment, ça se voit sur les engrais. Moi, je fais du droit du travail et je le vois tous les jours dans mes dossiers. Donc, il faut qu'on arrive à construire des luttes ensemble. Soit on fait une décroissance tout de suite, mais alors tous ici, on jette nos téléphones portables, on jette nos ordinateurs, on arrête la voiture complètement. C'est pas pour avoir des voitures électriques. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les voitures électriques? Donc, on a besoin d'énergie, on a besoin d'aliments pour manger, on a besoin peut-être d'industrie pour garder une souveraineté, j'aime pas le mot, mais etc. Et ça, on doit le faire de telle sorte que les salariés qui travaillent dans ces usines, dans l'industrie, etc., ne passent pas par la case Pôle emploi, France Travail. C'est pas possible sinon on n'y arrivera pas. Donc, il faut, nous, au sein du SAF, on a une commission sociale, on a une commission environnement, on vient de faire un colloque ensemble, emploi, environnement, même combat. On va travailler avec nos autres commissions internes, droit des étrangers, tout est lié en réalité. Et je vous garantis que si on arrive à faire ça, avec nos clients syndicats, alors je dis clients parce que c'est juste des contacts en fait, avec les salariés, avec les écolos, si on arrive à gagner des luttes sur le terrain aussi, parfois une lutte dans une usine, si on arrive à faire un projet alternatif sans que les gens passent par la case Pôle emploi, ça donne de l'espoir à plein d'autres. Donc il faut qu'on gagne des luttes sur le terrain, et si on y arrive, eh bien, je suis certaine qu'on arrivera d'ici 2-3 ans à empêcher les loups d'entrer dans Paris. Ouais.
La parole est à la Confédération paysanne, représentée par Sylvie Collat. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sylvie Collat, je suis secrétaire nationale et je représente Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, qui ne pouvait être présente aujourd'hui et qui m'a dit surtout, n'oublie pas de les remercier. La LDH a été là à un moment essentiel pour nous, où on s'est trouvé bien seul après les événements de Sainte-Soline, massacrés dans nos chairs, pour beaucoup d'entre nous, massacrés moralement par rapport à ce que nous portions, et bien sûr massacrés par nos collègues de l'agriculture, du modèle industriel, qui nous ont mené une guerre terrible durant, et qui continue d'ailleurs, nous traitant de tous les maux. Et donc heureusement vous avez été là. Vous avez été là aussi dans d'autres mouvements que l'on mène actuellement par rapport à l'A69, donc tous les sujets qui touchent l'agriculture paysanne et qui touchent le commun de tous les citoyens de cette terre, c'est-à-dire l'alimentation. Et l'alimentation, elle vient de la terre. La terre, c'est le premier outil du paysan. Donc il faut effectivement lutter contre la déprise et la perte de ce foncier agricole nécessaire pour la souveraineté alimentaire. Parce que bien sûr, on est aussi, nous, la Confédération paysanne, on défend les communs, la juste répartition de l'eau. L'eau qui est un élément vital, on le voit, nos collègues de Mayotte tous les jours nous disent, évidemment qu'on a des choléra, ça fait des mois, pour pas dire des années, qu'on a de l'eau 1 jour sur 3 au robinet. Et mon collègue qui siège à la conf, qui vient 2 fois par an à nos comités nationaux, me dit, tu te rends compte, t'imagines pas, j'ouvre le robinet, ça coule. Voilà, on est en France, on est dans les DOM, on est dans les DROM, et voilà comment sont traités nos collègues citoyens. Et après on s'étonne qu'il y ait des crises, et qui aussi amènent effectivement, et pour revenir plus sur le sujet, donc, qui effectivement amène entre guillemets ce populisme, cette exacerbation de la société, et qui trouve si facile de dire ben, finalement ils n'ont jamais rien réglé ni les uns ni les autres, on va aller vers la facilité de ce que certains proposent, mais qui ne sont pas des faits réels, qui ne proposent rien finalement, mais qui surfent justement sur la colère, la misère, la pauvreté, l'exaspération, la soi-disant insécurité. Et donc nous, on l'a vécu encore depuis le mois de février avec cette colère paysanne. Ça a été un moment formidable où on a bien vu les 3 syndicats agricoles essayer à chacun effectivement de faire connaître leur projet. Et on a bien vu le rattrapage effectivement de ce rassemblement national, de cette extrême droite, mais je dirais, parce qu'il faut le dire, de ce gouvernement malsain qui joue là-dessus, il faut le dire. Il faut le dire, qui tous les jours continue à gangréner l'agriculture par le capitalisme et les gros profits des grandes firmes agroalimentaires qui nous asservissent, nous, tous les jours, les paysans. On va perdre 100 000 paysans dans les 5 à 10 ans qui viennent, 100 000 qui sont à la fois parce qu'ils partent à la retraite, mais surtout 100 000 parce qu'il n'y a plus de revenus et que même transmettre, ils ne transmettront pas leurs terres parce que ces terres, elles ne leur permettent plus de vivre. Et donc ces terres, elles vont être comme ce qui est proposé par la loi d'orientation agricole en ce moment, où on met au même niveau la souveraineté alimentaire que la souveraineté énergétique, et on dit que c'est la souveraineté de l'agriculture. Mais non, on ne peut pas mettre au même niveau l'agriculture nourricière de l'agriculture énergétique. Cette agriculture énergétique va détruire encore de la terre, va détruire des paysans et des paysannes, et va détruire nos ressources, et va créer ces conflits évidents, internationaux. On en a parlé tout à l'heure avec la CIMAD. C'est pas la solution de dire ben on va faire venir des travailleurs marocains parce qu'effectivement, au Maroc, ils gagnent pas leur vie. Ils gagnent pas leur vie, les travailleurs marocains dans les champs. Donc ils vont venir chez nous. Parce que quoi? Parce qu'on va dans les salaires de ce monde entre 1 et 14 euros de l'heure. Et on va accepter ça longtemps. Donc là, on voit bien la limite de tout le modèle agro-industriel qui n'a fait que produire, broyer des paysans et des paysannes, créer des guerres, parce que la famine, c'est des guerres. Affamer la Palestine, c'est une façon aussi de détruire un peuple. On le voit aujourd'hui. Donc l'arme alimentaire, c'est pas rien. Et on doit être, nous, force de proposition. Et c'est pour ça qu'à la Confédération paysanne, on a ce projet de société
effectivement, l'alimentation, la santé, l'environnement, et c'est pour ça qu'on est très content d'être là aujourd'hui, parce qu'on est avec vous tous, et on y est souvent avec nous, que ce soit dans l'Alliance sociale et écologique, que ce soit avec le collectif Nourrir, avec Greenpeace, où on travaille à une 50aine d'associations, ONG, que ce soit avec la LDH, quand il faut défendre nos droits lors des manifestations, parce que nous sommes littéralement broyés et réprimés. Voilà pourquoi nous devons être tous ensemble aujourd'hui. Et parce qu'on dit non à ce qui va arriver, et qui ne devra pas arriver, parce que moi je pense que là maintenant il est temps, il ne faut pas même faire un plan B, il faut dire non. Et je vais vous donner un exemple concret pour finir. Là actuellement, le gouvernement Macron est en train de nous organiser une nouvelle élection professionnelle agricole. Nous, les syndicats agricoles, janvier 2025, nous allons élire les prochains représentants de nos chambres d'agriculture. De ces chambres d'agriculture naissent tous les représentants de la profession, interprofession, du blé, des céréales, des fruits et légumes, de la viande, de la volaille. Tous ces gens-là, ce sont tous des présidents, plus ou moins, de chambres, qui sont issus de la FNSEA. Ils ont le monopole sur tout. C'est eux qui définissent l'agriculture et c'est eux qui l'imposent, comme un didacte. Voilà. Et ces gens-là vont encore être protégés par M. Macron, parce que les règles du jeu, alors on est en plein entraînement, parce qu'on est en campagne en ce moment, on est en plein entraînement, mais on ne connaît pas la règle du jeu du match. C'est-à-dire qu'ils vont nous sortir un décret qui peut sortir même après l'élection, pour changer la modification de la rémunération, entre guillemets, du pactole, si je puis dire, électoral, c'est-à-dire qu'on a le ministère des Finances pour chaque voix électorale, comme un parti politique, sauf qu'il va changer les règles du jeu. Actuellement, nous avons 75% de notre budget, nous, la Confédération paysanne, comme les autres syndicats, qui sont liés au nombre de voix que nous avons aux élections professionnelles. Et 25% qui sont liés au nombre d'élus. Alors évidemment, le syndicat majoritaire, comme c'est une proportionnelle, version proportionnelle, il a le droit, lui, effectivement, d'avoir quasiment les 25% d'élus. Puisque nous, à la Conf, on fait 20% de voix, mais par exemple, moi, avec 20% de voix, je suis la seule élue chambre du Gers. Les autres, ils en ont 17. Voilà. Du fait de la bonne proportionnelle. Et donc, tout simplement, ils vont mettre 50-50. 50% pour les élus, 50% pour les voix, ce qui veut dire que nous, la Confédération paysanne, on perd 500 000 € par an de financement public. Voilà. Et demain, on nous dira qu'il faut aller aux réunions pour organiser et pour représenter la profession, avec 0 moyen, 0 collaborateur, et une fois de plus, une seule orientation d'agriculture. C'est ça l'extrémisme. L'extrémisme de droite, c'est continuer ce modèle. Donc il est temps de rompre et de tendre le bras au capitalisme qui détruit tout, nos fermes, nos vies, nos travailleurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vous remercie. La parole est à Benoît Test pour la FSU. Oui, merci beaucoup à mon tour de vous remercier pour cette invitation à cette table ronde. À la FSU, on travaille beaucoup avec la LDH et puis dans les cadres collectifs, on partage beaucoup de combats pour les libertés. On se réjouit aussi de l'adoption de la résolution dans ce congrès qui va permettre, je pense, d'avoir un cadre intéressant, pertinent pour mener les combats que nous avons à mener, parce qu'effectivement, je pense, beaucoup l'ont dit, probablement ne prenons-nous pas la mesure de la gravité du moment, de la gravité de la situation, de la nécessité de s'unir, de faire du commun et de faire davantage que ce que nous faisons actuellement. Et bien sûr, il faut continuer la manière dont nous prenons les sujets, mais probablement qu'il faut qu'on invente un cadre d'abord beaucoup plus large que celui qui existe actuellement. Il faut absolument qu'au niveau associatif, syndical, très largement, nous soyons davantage unis. Et puis, qu'on arrive à sortir de l'entre-soi militant, ça a été dit un petit peu également. Comment on fait ça? J'ai pas la solution magique, mais c'est en partant des préoccupations des gens, tout simplement, qu'il nous faut parvenir non seulement à nous convaincre nous, mais à convaincre et à pas rester dans les postures en permanence, et donc parvenir à être à la fois sur le fond, évidemment, sans rien céder à la démagogie, mais à être audible, à être crédible, à être pédagogique également sur tous les sujets qui sont devant nous. Je voulais prendre le sujet de l'éducation comme un des sujets emblématiques du moment qui semble intéressant,
Et juste un sujet parmi plein d'autres, hein, on pourrait développer sur beaucoup de choses, mais comme c'est un sujet d'actualité, la question du choc des savoirs, qui est un ensemble de mesures qui a été proposé, qui va être mise en œuvre dès la prochaine rentrée. D'abord pour dire que c'est illustratif parmi tant d'autres choses de ce que ce gouvernement effectivement est en train de prendre au programme de l'extrême droite. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, le port de l'uniforme, le diplôme national du brevet comme examen d'entrée au lycée, que sais-je, j'en passe et des meilleurs, tout ça, c'est dans le programme de l'extrême droite, c'est une reprise mot pour mot, mais ça avait été le cas sur la loi immigration, c'est le cas sur beaucoup d'autres sujets. Malheureusement, on est dans une course à l'extrême droite qui ne fait que la justifier, qui ne fait que la crédibiliser, et donc on se retrouve face à cette situation et qu'il faut dénoncer comme telle, malheureusement. Après, on en est réduit à dénoncer. La deuxième chose qui me semble vraiment intéressante, dans cet ensemble de mesures, c'est qu'au début, quand ça a été mis sur la table, on n'en menait pas large, nous les syndicats, parce que une des mesures emblématiques qui est de mettre les élèves dans des groupes de niveau, ça pouvait avoir un petit écho auprès d'une partie au moins de la profession, se dire que finalement les élèves les plus faibles, il fallait peut-être effectivement les mettre en petits groupes mais à part, et que quelque part l'école va tellement mal qu'il faut bien essayer des choses, et que Gabriel Attal puis Nicole Belloubet proposent des choses, et que peut-être finalement cette idée que tout le monde est éducable, est-ce que vraiment c'est praticable? Est-ce que finalement il faut pas effectivement trier les élèves, en envoyer certains un peu plus tôt vers l'apprentissage, peut-être que jusqu'à 18 ans c'est un peu long pour l'ensemble des élèves, et toutes ces idées qui sont en fait des idées d'extrême droite, hein, que je suis en train de dire très tranquillement et de manière peut-être un peu abrupte, mais tout ça, ça infuse, et ça infuse partout dans la société, et ça infuse forcément aussi dans les professions, en termes comme ça de climat presque, et de discussions qui peuvent tourner autour de ces thématiques-là. Et face à ces mesures-là, je ne dis pas qu'on a parfaitement réussi, mais le fait d'avoir quand même encore dans l'éducation nationale, pas que à la FSU, mais des syndicats qui encadrent relativement bien quand même les professions, en tout cas on a un nombre de syndiqués un peu plus important qu'ailleurs, etc. C'est lié aux réalités des professions, hein, on n'en tire aucune gloire. Mais le fait d'avoir quand même un encadrement syndical, d'avoir organisé des réunions, d'avoir fait du collectif là-dessus, ça a renvoyé cette mesure-là à des réalités très concrètes. C'est-à-dire que quand on se met à discuter concrètement, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Est-ce que le prof de français, le prof de maths, il va être chargé de mettre les élèves dans des cases dès la 6e, et du coup ces élèves-là vont être assignés à un niveau scolaire à vie? Tiens, qu'est-ce que ça veut dire sur l'élève que cette année, moi j'ai fait réussir parce que dans la classe il a trouvé finalement une manière de le faire accéder aux apprentissages. Ah ben tiens, tel parcours il serait plus possible. Ah ben tiens, tel élève il aurait été relégué définitivement, il n'aurait pas pu avoir accès, ceci, cela. Bon, je ne prends qu'un tout petit exemple, mais c'est pour dire que quand on met ça en discussion, quand on renvoie au concret, quand on renvoie au réel, je pense qu'il y a aussi une manière de lutter contre l'extrême droite, et c'est aussi de faire du collectif. L'extrême droite ne prospère que parce que tout le monde tourne en boucle chez soi, devant la télé tenue elle-même par Bolloré, et se répète en boucle les mêmes fadaises, les mêmes sornettes qui deviennent des réalités, et cet isolement, c'est aussi un des facteurs de la progression de l'extrême droite, et du coup les syndicats sont aussi un des éléments sur lesquels s'appuyer pour construire les alternatives. Parce que quand on construit avec les gens, quand on part des réalités très concrètes, on arrive à retourner, ou en tout cas à faire évoluer l'opinion. Et ces mesures choc des savoirs, notamment la création des groupes de niveau, elles sont devenues extrêmement impopulaires parmi les collègues. Alors c'est pas pour ça que le gouvernement va reculer. On organise une manifestation le 25 mai, samedi prochain d'ailleurs, on espère que ce sera la manifestation de défense de l'école publique, c'est une manifestation intersyndicale, voilà, je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui nous font dire que
là aussi, Macron aura très largement préparé le terrain à l'extrême droite en marchant sur la figure des syndicats. Ce qui a été dit à l'instant par Sylvie pour la Confédération paysanne, ça a valu dans les ordonnances travail, la loi de transformation de la fonction publique, le déni de la parole syndicale et la volonté de passer outre à chaque fois les revendications syndicales. Ça, c'est quelque chose qui a forcément délité le mouvement social et a préparé le terrain à l'extrême droite. Donc, je n'ai plus le temps, mais la troisième chose que je voulais dire sur le choc des savoirs, c'est illustratif aussi d'un populisme éducatif, les pseudo-mesures de bon sens. Ça ne veut pas dire que nous, il ne faille pas qu'on définisse des alternatives. Au contraire, il y a des choses à faire. Mais penser les choses en termes de choc, ça aussi, c'est de la brutalisation du débat public. Le choc des savoirs, le choc de ceci, le choc de cela. Non, la société n'a pas besoin de choc, la société n'a pas besoin d'être brutalisée. L'éducation en particulier, c'est l'affaire du temps long. Mais beaucoup de choses sont affaires de temps long. Et on a besoin donc, nous, de réfléchir vraiment les choses sur le fond. Parfois, c'est difficile parce que forcément, c'est pas très spectaculaire. Nous n'avons pas parfois à proposer des choses hyper spectaculaires, des mesures comme ça, clés en main. Parfois, il s'agit de dire, il faut reformer, il faut faire de la formation des enseignants. Ça prend du temps, c'est des moyens nécessaires. C'est pas hyper spectaculaire, mais on a besoin de travailler ces questions sur le fond et après de convaincre que ces alternatives, elles s'appuient sur l'existant. Elles ne sont pas hors sol et elles s'appuient donc sur les collectifs que nous représentons toutes et tous, l'ensemble de la société civile qui doit revivre, qui doit avoir une vigueur nouvelle en France si on veut combattre efficacement l'extrême droite. Merci. La parole est à Muriel Guilbert pour l'Union syndicale solidaire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à la LDLH de cette invitation à votre congrès. On a eu un congrès à Solidaire il y a un mois. J'ai l'impression que ça fait déjà plus longtemps. Donc on sait que c'est un moment important en fait, et on sent aussi dans nos congrès actuellement à la fois l'urgence à agir et à la fois justement toute la conviction et la force de nos militants et militantes. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui et je félicite Nathalie Théiot pour sa nomination ou son élection. Vous savez peut-être que je suis assez sensible à la place des femmes dans la représentation à tous les niveaux et donc à ce titre-là aussi je la félicite. Alors sur la question de l'extrême droite, moi je partirai par trois éléments de contexte pour voir en fait les points saillants de la montée de l'extrême droite. Je dirais d'abord, et ça rejoint ce qui a été dit aussi par plusieurs, qu'on sort de plusieurs années de politique néolibérale et on est dans un système capitaliste dominant qui installe en fait de plus en plus la précarité, la pauvreté, qui accroît les écarts d'inégalité et qui mettent en danger aussi le vivant. Ça a été dit aussi par la Confédération paysanne, mais par d'autres aussi. Et ce qui crée aussi les flux migratoires et les guerres qu'on voit actuellement. Ça fait le lit de l'extrême droite, pour moi, pour nous, pour Solidaire, c'est clair. Et ça c'est d'autant plus paradoxal que l'extrême droite, en fait, est totalement compatible avec ces politiques néolibérales et ce capitalisme. Je pense que Benoît vient de le dire, Macron et son gouvernement ont aussi une responsabilité assez importante dans ce qui se passe actuellement. On a vu lors du mouvement retraite plusieurs millions de personnes dans la rue, plusieurs fois, sur plusieurs mois, et cette réforme des retraites qui est passée en force par ce gouvernement, on pense que clairement c'est aussi ce qui peut alimenter une colère sociale et avec la mauvaise réponse que serait en fait une réponse par les urnes, par un espèce de vote sanction vers l'extrême droite. Les digues, elles ont aussi sauté depuis plusieurs années. À chaque fois, on va un peu plus loin, que ce soit dans la banalisation des idées de l'extrême droite. On l'a dit aussi dans les médias avec Bolloré à la manœuvre.
mais aussi au sein des discours politiques, où il y a quelque part, on ne sait plus trop qui est d'extrême droite ou pas, parce que les idées, elles infusent, et elles vont bien au-delà des partis dits d'extrême droite. Il y a une banalisation aussi du recul des libertés publiques, syndicales, de la répression, des violences policières, accompagné aussi d'un arsenal juridique qui fera les beaux jours, en fait, d'un système fascisant si l'extrême droite, elle arrive. On est passé quelque part d'un RN minoritaire, qu'on peut qualifier de coup de gueule à un moment donné, à une extrême droite complètement décomplexée, installée partout. Et moi, je veux témoigner aussi des agressions qui sont maintenant récurrentes contre les militants et militantes syndicales. On a eu de tout, des menaces avec des armes, des menaces avec des lettres, avec des balles à l'intérieur pour nos militants et militantes. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se... avec des agressions bien sûr en nombre aussi contre les personnes, mais aussi contre les locaux. Donc notre réponse collective, elle doit être à la hauteur, nous pousser à aller beaucoup plus loin en fait dans notre travail de convergence. Je pense que ça a été dit par plusieurs aussi ici. Solidaire, donc comme dit, on est sorti d'un congrès et donc on a décidé d'une campagne contre l'extrême droite et je vais vous donner quelques éléments de cette campagne-là qui peuvent inspirer, mais qui peuvent aussi faire partie de ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire d'une polyphonie. Et moi j'aime bien cette idée-là parce qu'elle est dynamique et puis elle représente aussi un respect de ce que nous sommes dans notre diversité, mais notre diversité qu'on doit faire converger pour plus d'efficacité. Alors je pense qu'il faut d'abord dans notre campagne, on veut mettre en avant nos valeurs. Ça se traduit aussi par une opposition très claire et affirmée dans nos organisations, mais bien au-delà, au racisme, à l'antisémitisme, au patriarcat, à la LGBTQ-phobie, à l'islamophobie, aux idées nationalistes et autoritaires, répressives et contre les intégrismes religieux également. Ça suppose d'y travailler sans tabou, dans l'idée de déconstruire les idées d'extrême droite qui prennent appui directement sur ces concepts-là, sur ces idées-là. Ça veut dire aussi être dans le positif, je ne sais plus qui l'a dit, mais ça veut dire mettre en avant nos alternatives qui sont à l'opposé de l'extrême droite. On part parfois de constats faussement partagés, on voit que le RN s'empare rapidement de ce qui se passe sur la crise agricole, sur les gilets jaunes, ou d'autres moments de colère sociale, on dira. Mais les clivages, en fait, ils sont très nets entre nous. Je ne vais pas reprendre ce qui s'est déjà dit, mais que ce soit sur l'économie, la fiscalité, la politique environnementale, ça a bien été détaillé par Jean-François Juliard, que ce soit sur les questions féminisme, de féminisme. On peut pas dire que le RN est vraiment pour l'avortement et les violences sexistes et sexuelles, selon eux, ce sont les étrangers, les droits des LGBTQI+, aussi, et l'immigration et les politiques sociales. Ça veut dire que, en fait, toutes nos alternatives, qu'on va pas présenter ici parce qu'elles sont nombreuses, et on y travaille, ça a été dit aussi collectivement, notamment au sein de l'Alliance écologique et sociale, toutes nos alternatives, on a quelque part le devoir de les avancer encore plus et encore plus vite. Il faut continuer aussi à élargir le travail interne dans nos organisations sur l'antiracisme, mais aussi porter ces revendications ces éléments-là dans nos revendications, parce qu'en fait, inclure et donner leur place à des personnes porteuses de handicap, porter le féminisme, porter l'antiracisme, c'est aussi faire prendre place à ceux et celles qui sont les plus stigmatisés par l'extrême droite, et c'est véritablement pour nous une force, et ça rejoint ce qui a été dit sur la volonté de faire qu'il y ait une effectivité des droits. Alors, dans nos syndicats, on a aussi des moyens d'agir. Par exemple, dans les médias, on a un syndicat, le SNJ, syndicat national des journalistes, qui œuvre pour l'indépendance des rédactions. Il faut aussi qu'on démonte concrètement tous les collectifs qui se créent autour des services publics et qui véhiculent en fait des idées d'extrême droite. Je pense à Maman Louve ou Parents Vigilants, etc. Voilà, pour le gros de notre campagne, en fait, les différents axes qu'on veut promouvoir. Pour nous, maintenant, en fait, chaque organisation, et on sait que c'est déjà le cas, mais chaque organisation se met en bataille contre l'extrême droite, et c'est maintenant qu'il faut le faire,
pour nous, il faut vraiment renforcer les convergences, les élargir. D'abord peut-être dans l'intersyndical, entre syndicats, mais avec aussi toute la multiplicité des forces du mouvement social. Et bien sûr que la LDH, elle a un rôle important à jouer dans cette convergence et dans cette force. Mais pour nous, il s'agit aussi de sortir de nos zones de confort, d'aller sur le terrain. Les camarades du syndicat brésilien Comunitas nous disaient récemment que c'est auprès des travailleurs et travailleuses dans la rue qu'ils gagnaient au fur et à mesure leur bataille contre l'extrême droite. Et ça a été aussi souligné par plusieurs parce que on a besoin aussi d'un travail de proximité, de retrouver cette proximité avec les gens, avec la rue, avec la population. Donc c'est comme ça qu'on pourra réinventer aussi une manière de parler de nos alternatives et de ce sujet et qu'on pourra véritablement avancer et gagner. Merci. Merci beaucoup. La parole maintenant est à Isabelle Mercier pour la CFDT. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis très heureuse de représenter la CFDT à votre congrès et de participer à cette table ronde qui marque effectivement combien la montée du Rassemblement national est inquiétante, combien c'est aussi une menace pour la démocratie et que sa normalisation est en train de faire sauter un certain nombre de digues. Les derniers sondages, en l'occurrence, ne sont pas très réjouissants, puisque, y compris celles de l'Ouest, qui étaient plutôt des territoires en résistance par rapport à la montée du Rassemblement national, semblent aujourd'hui être aussi dans la même vague. Alors pourquoi, certains ont pas mal exprimé déjà le pourquoi cette montée, pourquoi la prise du Rassemblement national et des idées d'extrême droite. Moi, j'en vais en citer quand même quelques-unes. La première, c'est ce qu'on constate, c'est une certaine banalisation, on l'a dit, mais aussi une rupture du lien avec le politique, une rupture du lien avec le politique parce que ce sentiment que les politiques ne représentent plus les citoyens d'une part, et d'autre part, l'impression d'une absence de respect ou d'un trop faible respect de la parole donnée par les politiques. Le deuxième axe, c'est autour des fractures qui ont été aussi évoquées, fractures nombreuses dans la société, avec une grosse tendance aujourd'hui à stigmatiser ceux qui sont responsables d'un moins bien vivre ou des problématiques sociaux. Et puis la troisième, et c'est sur celle-ci que je vais le plus m'arrêter, c'est la place du travail dans la vie des citoyens et les nombreuses transformations du travail et du monde du travail dans lesquelles aujourd'hui que les salariés subissent finalement parce que pas assez d'échanges sur l'évolution du travail, pas assez de liens entre les transformations du travail et le travail réel et comment les salariés pourraient être plus engagés et plus associés et du coup avec une vraie perte de sens, c'est un sentiment de ne plus être reconnu, perte aussi de la dignité au travail. Alors pour la CFDT, c'est pas du tout inéluctable. Ça nécessite à la fois évidemment une mobilisation collective, j'y reviendrai, c'est ce qu'on a tenté de faire et ce qu'on fait plus exactement avec le pacte du pouvoir de vivre et les 65 associations qui, depuis 2019, s'investissent ensemble sur ces sujets-là. Et puis c'est un deuxième axe autour des revendications, des propositions qu'on peut être amené à faire autour de la question du travail, à la fois bien vivre de son travail, c'est tout ce qui va tourner autour du pouvoir d'achat, de la dignité, de l'évolution de la reconnaissance financière. Et là, on pourrait penser à toutes ces premières et deuxièmes lignes qui ont été mises sous le feu des projecteurs pendant le Covid et qui aujourd'hui attendent toujours des augmentations. Et puis l'autre axe, c'est le bien vivre au travail. Et là, on y voit toutes les questions autour de la qualité de vie au travail, des enjeux autour de l'usure professionnelle, autour des conditions de travail. Puis autour du travail, on a aussi, et c'est un des fondamentaux de la CFDT, les enjeux autour du territoire et de l'aménagement du territoire. Parce que la qualité de vie au travail, elle est très dépendante de la qualité de vie dans les territoires, et les enjeux de transition écologique sont aussi très liés à la manière dont sont aménagés les territoires. Je pense
aux questions autour aménagement des transports, toutes les questions de mobilité, s'il n'y a pas de train, s'il n'y a pas de transport en commun, comment on peut passer de la voiture au transport collectif, et puis les enjeux autour du logement, de l'isolation des logements, parce que là aussi, les passoires thermiques, c'est souvent ce qui fait aussi que les salariés dépensent beaucoup plus au-delà des enjeux écologiques dans le coût du logement. Et donc, ces deux axes, la question du travail et la question de l'aménagement du territoire, ça fait que la CFDT, elle pousse du revendicatif et des propositions avec cette volonté de transformer la société et d'agir sur les transformations au nom de la justice sociale. Alors, le travail, une pierre angulaire, le travail, un axe fort qui peut permettre de faire des leviers. On l'a vu ces dernières années, avec le Covid, on a eu une énorme mutation du monde du travail, avec des gens qui se sont retrouvés en télétravail chez eux, d'autres qui se sont retrouvés en chômage partiel, d'autres qui ont été obligés de s'organiser tout seuls pour maintenir l'activité. Je pense aux salariés, aux agents des états civils par exemple, aux infirmières dans les hôpitaux. Puis du jour au lendemain, le Covid s'est terminé et il a fallu redevenir dans un numéro dans une chaîne hiérarchique. Il y a aussi la phase de la mobilisation sur les retraites, au-delà des 64 ans. Ce qui a été très cœur de ces mobilisations, c'est bien les aspirations des salariés à vouloir être davantage appliqués, à vouloir agir sur les transformations du travail. Et puis, on vient de traverser ces derniers mois une phase de négociation interprofessionnelle avec les patrons autour de pacte vie au travail, où justement on a essayé de pousser, ça a été un échec cette négociation, mais ça ne nous a pas empêché de mettre sur le devant de la scène à la fois ces enjeux de qualité de vie au travail, d'association des salariés, de dialogue social dans l'entreprise et de dialogue professionnel. C'est-à-dire de favoriser l'expression des salariés. Parce que le dialogue social, si on arrive à développer de la démocratie, à partager le pouvoir dans l'entreprise, pour ça il faudrait que les patrons acceptent de partager leur pouvoir, nous on est convaincus que ça permettra d'apporter de la sérénité, que ça permettra d'apporter de la reconnaissance, et du coup ça aura forcément un impact positif sur la démocratie citoyenne et la démocratie plus largement. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les questions de dialogue social dans l'entreprise, elles sont quand même fortement attaquées et fortement fragilisées. Il y a eu les lois travail en 2017, avec la mise en place des CSE. Il y a aussi une vraie crainte de la part du patronat de partager son pouvoir sur les pratiques managériales, sur l'organisation du travail et sur le partage de la richesse. Alors là même qu'on a eu dernièrement un accord avec les employeurs sur cette question-là. Donc voilà, un premier axe autour du travail. Le deuxième autour de l'impact dans le territoire, puisque la place des territoires, elle est tout aussi importante. Qualité de vie au travail, je le disais, qualité de vie dans les territoires, tout ça c'est très lié. Quand on fait 1 heure de route ou 1 heure et demie de route dans les bouchons pour aller bosser, forcément qu'il y a un impact sur la qualité de vie dans son travail. C'est tout l'enjeu de la mobilisation des corps intermédiaires pour pouvoir peser, pour pouvoir agir de manière beaucoup plus collective. Et c'est aussi l'enjeu de ce qu'on a construit autour du pacte du pouvoir de vivre. Pacte du pouvoir de vivre, depuis 2019, 65 organisations, avec 4 étapes qui nous semblent très importantes quand on veut construire ou former ce genre de convergence d'idées, de convergence revendicative. C'est d'abord apprendre à se connaître, c'est ensuite construire des convergences, porter la parole et mener ensemble des actions. Et là, il faut que je me dépêche. Et donc, c'est important parce que pour travailler ensemble, il faut être capable de trouver du commun. Et on sait, on va pas se faire de la langue de bois, dans nos organisations, c'est pas toujours facile de trouver du commun et c'est un chantier de tous les jours que de pouvoir le faire. Et puis pour terminer, pour la CFDT, ces enjeux-là, c'est aussi en gardant à la fois cette liberté de parole avec tous les acteurs politiques, mais aussi en gardant cet engagement et en restant indépendant par rapport aux organisations politiques, et donc en s'impliquant dans la vie politique tout en étant indépendant par rapport aux politiques. Du coup, pour terminer, parce que j'ai atteint mon temps, on voit bien que la période, elle est dangereuse, mais qu'il faut qu'on garde et qu'on arrive à garder notre lucidité, qu'il faut qu'on arrive à garder aussi
cette capacité à avoir cette boussole de justice sociale, cette boussole de la démocratie, parce qu'on est convaincu, en tout cas on l'est, je pense autour de cette table, c'est clair, que l'arrivée de l'extrême droite n'est pas inéluctable, qu'il faut notamment par le travail redonner envie d'agir aux travailleurs, de leur montrer que le syndicalisme et que l'engagement citoyen, et on l'a vu aussi, c'est une force alternative pour construire de nouvelles sociabilités, pour faire ensemble société. La parole est à la CGT. Céline Verzelletti, de la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très honorée de représenter la CGT ici à la LDH. Je félicite aussi donc la nouvelle direction élue à la LDH et Nathalie comme présidente. Et je pense qu'en effet, on sera amené à travailler beaucoup ensemble. Alors, moi, je vais pas essayer de redire tout ce qui a pu être dit, puisqu'en effet, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en avant, mais quoi qu'il en soit, juste faire très rapidement une petite analyse de la situation sociale, bien sûr, et pas que, et tout ce qu'on peut vivre aussi en termes d'atteinte aux libertés, et tout ce qu'on peut essayer de travailler ensemble, justement, pour faire face à tout cela et être en effet sur une position offensive, c'est-à-dire porter des propositions ensemble. Les choix politiques de ces dernières décennies aboutissent à une profonde crise sociale et politique. Les désastres se multiplient, qu'ils soient écologiques, sanitaires, sociaux et démocratiques. Les inégalités sociales, ça a été dit à plusieurs reprises, sont croissantes, les injustices récurrentes et les discriminations persistantes. Les libertés, déjà très fragiles et jamais définitivement acquises, ont été particulièrement menées ces derniers temps. Des régressions autoritaires, bien souvent inscrites dans la loi, sont appliquées avec zèle dans la société et ou sur les lieux de travail. Il est donc tout à fait légitime que les exigences sociales et démocratiques soient importantes et se traduisent par différentes mobilisations dans la rue ou dans les entreprises. De plus, le sentiment de ne pas être pris en compte, ni par le gouvernement, ni par le patronat, grandit. Et cela, justement, peut favoriser aussi l'extrême droite, peut favoriser l'expression d'une extrême droite de plus en plus prégnante donc, dans les débats politiques et électoraux, alors que se multiplient, dans le même temps, des actes violents perpétrés par des groupuscules fascisants. Alors je le disais, comme je le disais à l'instant, oui, le sentiment de ne pas être pris en compte, et ça a été dit aussi d'ailleurs par Isabelle, que ce soit dans les entreprises, au niveau du manque de dialogue, au niveau des négociations qui finalement ne sont plus des négociations, et au niveau des mobilisations, on a pu voir par exemple sur la mobilisation retraite, enfin, contre la réforme, contre cette mauvaise réforme des retraites, une mobilisation qui a été particulièrement importante, avec des millions de personnes qui sont descendues dans la rue, qui ont clairement dit qu'ils ne souhaitaient pas cette réforme de retraite, qu'ils ne souhaitaient pas travailler 2 ans de plus. Donc avec, au niveau aussi politique, quand même, au niveau de l'Assemblée, finalement une majorité qui pouvait se dégager contre cette réforme des retraites. Et malgré ces positions qui ont été confirmées à plusieurs reprises, eh bien, nous avons fait face, nous avons dû subir de la part du gouvernement donc l'imposition de cette régression sociale, imposition qui a été faite à marche forcée, donc aucune écoute vis-à-vis des organisations syndicales, et là il faut le souligner, il y avait l'ensemble des organisations syndicales qui portaient exactement la même chose, c'est-à-dire le refus de cette réforme, qui ont pu mener une bataille, ça a été dit à plusieurs reprises, assez exemplaire, de manière unitaire, et malgré cela qui n'a pas du tout été prise en compte.
Et on peut dire aussi que donc au niveau du Parlement, tout est passé, comme d'ailleurs bien d'autres lois, à coup de 49.3, donc sans véritable débat et sans respect de la démocratie. Donc ces passages en force laissent forcément des traces. Et comme nous le disons, il n'est pas de démocratie sans qu'elle ne s'exerce dans tous les domaines de la vie, à la cité, mais aussi à l'entreprise. À ce titre, les droits et libertés syndicales sont donc, nous estimons, un bien essentiel pour défendre les droits et la citoyenneté des salariés, et au-delà, pour défendre un progrès bénéfique pour tous. Il est donc intolérable de voir autant de syndicalistes licenciés ou traîner devant les tribunaux pour avoir simplement exercé leur mandat ou leur activité militante. Parce que là, je parle bien de syndiqués, de salariés qui sont poursuivis, qui sont licenciés dans le cadre de leur activité militante. Et bien évidemment, j'en viendrai à notre camarade Jean-Paul Delesco, qui est donc secrétaire général de l'Union départementale du Nord, qui lui, pour le coup, et c'est assez inédit, et nous, ça nous a particulièrement choqué, qui donc a été condamné à 1 an de prison. Alors, certes, avec sursis, mais 1 an de prison pour un délit qui n'est pas un petit délit, qui est donc pour apologie du terrorisme. Donc oui, ça nous a choqué, et ça a choqué toute notre organisation syndicale par rapport aussi à la lutte que nous menons justement contre la violence, contre les appels à la haine, contre le terrorisme et pour la paix, et ça ne correspond pas du tout à nos valeurs, et nous estimons d'ailleurs que l'apologie du terrorisme est aujourd'hui instrumentalisée de manière honteuse, et ça c'est pareil, il faudra qu'on travaille les uns avec les autres pour faire cesser en fait tout cela, puisque ça a des conséquences gravissimes aussi, et que ce dévoiement des valeurs est particulièrement grave. De même, donc, là j'en arrive un petit peu au sujet, nous ne pouvons accepter la banalisation et l'expansion des idées d'extrême droite. Donc, extrême droite, en effet, caractérisée notamment, mais pas que, par l'inégalité de l'accès aux droits en fonction de critères, souvent critères identitaires. L'accès étant pour eux, et peut-être en effet, cette façon de penser peut attirer un certain nombre de personnes, le fait qu'en excluant certaines populations des droits, il y en aurait plus pour d'autres. C'est donc la préférence nationale qui prime pour eux, en effaçant bien sûr toute notion de lutte de classe. Le danger et les maux de tout viendraient des personnes étrangères. Bien évidemment, à la CGT, comme ici, nous ne partageons absolument pas cette position, et nous pensons même que l'immigration est bien une richesse, et nous n'acceptons pas et nous refuserons d'ailleurs toujours cette division, la division des travailleurs et des travailleuses. Je ne reviendrai pas sur la loi immigration, on en a discuté, mais là c'est pareil, pour nous c'est un cap franchi, et franchi aussi par donc, le gouvernement actuel. Sur le volet social, donc, ça a été dit aussi, je ne m'étendrai pas, jamais les richesses donc n'ont été autant accaparées par un si petit nombre de personnes, jamais le coût du capital n'avait été aussi élevé. Et les dernières mesures régressives concernant l'assurance chômage, avec la baisse de droits pour faire des économies sur le dos des allocataires, et culpabiliser encore l'ensemble des travailleuses et des travailleurs en contrat ou privés d'emploi ne vont rien arranger. Ah oui, alors là, je vais... oui, j'avais mieux. Donc, juste à cela, donc, va s'ajouter malheureusement, alors, vite pour faire un petit... par rapport à tout ce qui va se passer au niveau donc régulation sociale, il y a les projets de loi sur la fonction publique. Là, c'est pareil, ça va avoir un vrai impact sur la qualité du service à rendre, sur justement l'égalité d'accès à ces services publics qui est particulièrement importante, justement concernant aussi toute la lutte qu'on peut mener face à l'extrême droite. Donc ces projets sont portés par ce gouvernement qui, pour nous, sont des projets véritablement nocifs pour l'ensemble de la société et qui ne peut que
aider au développement encore de l'extrême droite. Il y aura aussi, malheureusement, et c'est déjà annoncé par le gouvernement, une loi travail aussi qui va un peu plus réduire donc les garanties et les droits des travailleurs et des travailleuses, et ça, forcément, nous battrons de toute manière, et nous espérons bien évidemment que nous pourrons mener ces batailles de manière unitaire, parce qu'en effet, l'unité est une véritable force, ça donne confiance et ça nous permet aussi de gagner la bataille idéologique que, à mon avis, ce gouvernement a perdu sur beaucoup de choses, à part que, justement, finalement, ça le réduit à ses passages en force et ne se prive pas de passer en force et de ne plus chercher d'ailleurs à convaincre, mais c'est ce qui est une véritable atteinte à notre démocratie. Donc pour finir, eh bien, nous pensons en effet que à la CGT, il ne suffit pas de s'opposer et il faut pouvoir construire une force, une alternative. Et ça, c'est important. Nous pensons et nous sommes convaincus que la LDH peut avoir et aura et a déjà un rôle important et crucial pour donc pouvoir travailler cette alternative. Et oui, nous pensons que cette alternative peut être sur l'effectivité des droits, garantie en effet par des politiques publiques qui répondent véritablement à des besoins, aux besoins d'égalité et de justice, qui répondent à la nécessité d'un état de droit et de démocratie. Alors oui, l'unité est essentielle et en tout cas la CGT, nous sommes disponibles pour travailler sur tout ce qui a pu donc sur ces perspectives et sur ces alternatives. Merci. Avant de, si vous voulez bien, pour essayer de conclure ce qu'on doit commencer à faire, hein, ça va être ça, parce que le tableau que vous avez dressé, il est vaste, il est large, mais en même temps, les touches de couleurs sont déjà là, sur un petit peu tout ce qu'on a à faire ensemble, à composer pour effectivement lutter et gagner notre combat contre les idées d'extrême droite et le RN. Je constate aussi que les femmes sont fortement représentées. Je me souviens de débats il y a de nombreux congrès qui étaient plus masculins. On va dire ça. Donc, Nathalie. Merci Alain. Alors notre congrès s'achève. Je voudrais d'abord remercier bien évidemment les salariés qui sont vous avez vu comme ce congrès est réussi, comme c'est merveilleux. On sent que la police aurait quand même pu faire un effort. Mais sinon, franchement, c'est merci à tous les bénévoles alors du comité régional, de la fédération nationale, de la section de Bordeaux, de la voilà. Merci à eux pour tout ce qu'ils ont fait et qui nous ont même permis de faire la fête. Enfin vous, parce que moi j'ai pas pu évidemment, mais bon, un jour je ferai la fête. Après. En tout cas, c'est formidable. Et ce congrès, ce qui est formidable aussi, c'est qu'encore une fois, nous avons réussi à conclure sur cette résolution qui nous permet justement d'acter que nous allons travailler ensemble, parce que vous avez remarqué tous que l'état de droit est vraiment en danger, qu'il est vraiment mal en point par toutes les lois successives. Et puis, je dirais que pour moi, il y a quand même un moment de bascule quand le président de la République assume qu'une loi inconstitutionnelle, qu'il sait être inconstitutionnelle puisqu'il le dit, soit votée, et qu'il pousse à ce qu'elle soit votée. C'est-à-dire que je parle de la loi immigration. Et là, c'est quand même un moment de bascule, parce qu'on se dit, mais alors, il ne respecte même plus
celui qui est censé être garant des institutions et de la Constitution, ça n'a plus aucun sens. Et on voit toutes les attaques aussi, ça a été dit, sur les juges. Et donc là, c'est vraiment un moment où on est en danger. Et le problème, c'est qu'on est à un moment où aussi l'extrême droite est au port du pouvoir. Donc c'est une conjonction de dangers. Et c'est pour cela que nous allons... Alors tout à l'heure, il a été dit qu'il allait falloir sortir sortir de notre zone de confort. Moi, je disais aller au-delà de nos savoir-faire militants, effectivement, parce qu'il faut qu'on ait une démarche résolument politique, au sens noble du terme. Et donc, c'est absolument nécessaire. Et c'est dans ce sens-là que va notre résolution générale. Et je remercie d'ailleurs toutes les sections parce que ça a vraiment été nourri par un gros échange avec les sections, donc beaucoup de travail. Ça a permis d'enrichir notre réflexion collective et d'aboutir à ce texte qui nous positionne définitivement dans le champ des enjeux directement politiques de la période qui vient. Alors c'est à l'évidence quelque chose d'inhabituel, effectivement, mais nous savons que si nous nous sommes décidés à entreprendre cette démarche, c'est parce qu'il le faut. Voilà. On va simplifier, on va dire c'est parce qu'il le faut et qu'on est bien obligé de se dire on va aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. Et c'est pour ça que nous vous avons aussi invité pour vous entendre sur ce sujet, pour faire cette polyphénie, effectivement, c'est un très beau terme, pour qu'on ait cette polyphénie. Alors, je vais bien sûr vous remercier infiniment parce que c'est extraordinaire d'avoir, regardez, hein, c'est merveilleux d'avoir ces partenaires qui manifestent. Alors je vais adresser un petit mot parce qu'à un moment où j'avais vraiment ennuyé, c'était à des années-lumière de penser que je serais un jour candidate à la présidence. J'ai dit, je suis au syndicat des avocats de France et on s'est connus en manif, en robe d'avocat, en manif. Et, moi, comme je ne plaide pas, je ne sors finalement ma robe que pour manifester. et je parlerai aussi évidemment de Nuit, parce que alors là c'est incroyable, on fait un duo improbable mais formidable, n'est-ce pas? un X débat, c'est assez incroyable. Et puis récemment, Julie, on s'est rencontrés pour EXA, c'est le nouveau nom du Forum social européen à Marseille, on va approfondir une relation. Et jeudi, c'est un travail que nous avons programmé et qui maintenant, c'était jeudi, j'étais à animer un colloque qui était organisé par le SNEPA-FFSU et la Ligue des droits de l'homme sur la déflation carcérale. Donc vous voyez que les liens, moi je le dis parce que et Céline qui m'a invité pour... alors c'était à l'époque j'étais monomaniaque, donc c'était sur la question de la police de maintien de l'ordre. J'étais invitée à la CGT. Pourquoi je singularise comme ça? Parce que c'est pas juste, vous allez me dire, mais c'est simplement parce que je trouve que le fait de militer ensemble, ça permet aussi de comprendre comment on fonctionne et donc du coup de mieux travailler. Et donc je me réjouis qu'on va pouvoir se connaître et travailler ensemble. Et je vous donne rendez-vous, parce que quand on dit il faut travailler, mais c'est tout de suite là. Donc on va vite se donner rendez-vous pour qu'on puisse justement mieux se connaître et militer ensemble et faire ce qu'on vient de dire, hein, essayer de faire cette polyphonie. Donc merci encore. Et nous sommes complètement complémentaires. Alors, il y a aussi l'idée que sinon, de toute façon, nos valeurs vont être balayées. Et ce pourquoi nous nous battons avec les droits de l'homme, c'est-à-dire l'accès aux droits pour toutes et tous, alors que nous sommes dans des sociétés inégalitaires qui consacrent insuffisamment de moyens aux solidarités qui permettent l'accès aux droits, eh bien, il faut qu'on continue à porter ce combat, mais donc sur la revendication des droits, sur la répartition des richesses, parce que c'est ça qui conditionne l'accès effectif aux droits dans une société inclusive. Et il faut s'appuyer sur les valeurs qui sont l'égalité, la liberté bien sûr, mais l'égalité, la solidarité, la démocratie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier non plus les libertés publiques. Il y a tous les droits, et aussi les libertés publiques, puisqu'on l'a bien vu, elles sont particulièrement attaquées. Donc dans nos combats pour les droits, nous nous confrontons donc à des forces politiques et sociales qui se contentent de proclamer les droits. C'est juste de la proclamation, sans faire de leur réalisation l'objectif premier de leur politique. Donc des forces qui, dans les faits, organisent l'inégalité. C'est-à-dire si ce n'est pas effectif, on reste dans l'inégalité. Et puis si nous devons sortir de nos pratiques habituelles des militantes et des militants, c'est parce que justement,
il y a l'extrême droite qui pointe, et là, c'est carrément la négation de l'universalité des droits, parce que l'extrême droite pense de la politique en termes d'exclusion de l'accès à des droits. Et donc de ce fait, on est sur une lutte, enfin ce qu'elle veut, ce qu'elle prône, c'est la lutte entre les identités. Alors c'est l'expression de préférence nationale, mais c'est vraiment l'exclusion de l'accès à des droits. Et ce monde tirerait sa légitimité d'une victoire dans les urnes. D'une part, il faut penser au municipal, et puis ensuite il y a la question évidemment du second tour de l'élection présidentielle. Donc il faut qu'on lutte aussi contre ces forces politiques qui portent cette guerre des identités, parce que sinon, alors là, c'est pire que tout. On aurait les inégalités qui seront ancrées dans le pouvoir de l'État et donc dans le rouleau compresseur. Et donc on est dans cette configuration-là qui est vraiment dangereuse, et c'est notre mandat maintenant de lutter contre les deux et de défendre toujours l'universalité des droits, tous les droits pour tous, mais ça à la Ligue on connaît, on répète, l'universalité des droits. Et nous allons devoir intervenir et peser directement sur les forces politiques maintenant, pour ne pas tous ensemble peser sur les forces politiques, pour ne pas être confrontés à un État qui introduirait l'institutionnalisation de la lutte des identités. Et c'est ce qu'acte notre résolution. Et alors, voilà, je suis vraiment, vous avez entendu, parce que je le répète, mais je suis vraiment contente qu'on ait soulagé, qu'on ait pris collectivement cette décision, parce que c'est aussi notre histoire, notre continuité de lutter pour l'égalité et pour l'effectivité des droits. Donc on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer sur ce qu'on connaît aussi de notre façon d'agir, mais il va falloir aller au-delà. Et nous sommes, grâce à notre histoire, nous avons quand même quelques points de repère sur la façon dont on va pouvoir agir et comment on nous l'attend aussi. Donc je pense que vous avez tous conscience que ça va être compliqué, mais que on va y arriver. Vous avez tous conscience aussi qu'on peut y arriver. On est suffisamment fort pour ça. Et cette table ronde le manifeste aussi, qu'on va y arriver. Et ça ne signifie pas du tout qu'on va oublier nos actions quotidiennes, qu'elles vont passer à un second plan. Au contraire même. Parce que toutes nos actions qu'on fait déjà, ça va alimenter également le fait que ça porte les conditions d'une alternative progressiste. Ce sont elles qui vont alimenter le quotidien de la contre-offensive aux idées d'extrême droite et des droits d'extrême, et ce sont elles qui vont nous permettre de répondre aux politiques de restriction des droits et libertés qui sont portées par le gouvernement et confortées par les discours néolibéraux. Alors, ça veut dire qu'on va continuer à travailler, et c'est pour ça aussi que nous avons différents points de vue qui ont été portés, parce que nous allons continuer à travailler pour les droits des étrangers, et particulièrement dans nos permanences. Il y a eu un moment spécifique sur les permanences lors du Congrès. Pour l'application du droit international face à des guerres impliquant directement des puissances qui devraient se conformer au droit international et qui, au contraire, y contreviennent ouvertement. Et là, je salue vraiment l'indépendance du procureur général de la Cour pénale internationale qui vient de requérir... qui demande à ce qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre également le ministre de la Défense israélien et contre 3 dirigeants de Hamas. Je crois que c'est vraiment important de dire. On va continuer à combattre pour l'effectivité du droit au logement, à l'éducation, le droit à la santé. Je ne vais pas tout énumérer, mais vous vous reconnaîtrez dans vos combats, puisque pour la laïcité, etc. Et pour la défense du droit à recourir, ça a été dit, de recourir effectivement à l'IVG, parce que les attaques visant les centres IVG se développent. Pour le droit des travailleurs contre la précarisation, contre tous les racismes, contre les discriminations envers les minorités de genre et d'orientation sexuelle. Et à Bordeaux, je sais à quel point l'extrême droite attaque, aussi bien contre les centres IVG que là. Et puis contre les atteintes à la liberté d'expression. Et là aussi, je salue le fait que la Cour de Londres vient de permettre à Julian Assange, qui est fondateur de Wikileaks, de faire appel de son mandat d'extradition. Voilà. Donc on va continuer aussi à lutter contre la surveillance et le fichage de masse, contre les violences policières, contre la remise en cause de l'état de droit,
contre tout ce que le gouvernement semble aujourd'hui assumer. Bon, voilà, tout ça me paraît normal maintenant, de tacter que ne respectent plus l'état de droit. Alors nous allons continuer d'affirmer que ce qui est au cœur des droits humains, c'est leur complémentarité, leur indivisibilité, leur universalité. Tous les droits pour toutes et tous. Et donc, ce sont ces combats qui vont redonner l'espoir et qui vont alimenter le quotidien de la contre-offensive aux idées des extrêmes droites et droites extrêmes. Et donc, nous avons, avec nos discussions ces dernières semaines autour de la résolution du Congrès, une conscience aiguë que l'agenda est vraiment complexe, que le chemin va être rude, mais nous allons partager, déjà avec vous tous, toutes les sections, nous allons partager nos idées, nos expériences, nos convictions, notre énergie, et nos compétences, parce que notre force ici à la Ligue, c'est aussi, c'est les sections. C'est le fait qu'on soit un maillage territorial extraordinaire, et c'est votre énergie qui va nous permettre d'agir, et c'est aussi l'énergie, l'expérience, je ne veux pas te reprendre de tous nos partenaires, parce que ça aussi, on est vraiment complémentaires, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être ensemble et lutter. Donc on va pouvoir travailler en solidarité avec vous, et je remercie vraiment que vous soyez là, mais tous ceux aussi qui ont envoyé des messages, et nous considérons qu'il y a une alternative, je le redis, il y a une alternative à l'extrême droite du pouvoir qui doit être émancipatrice et écologique, et qui n'est pas seulement souhaitable, mais qui est possible. Alors, pour nous tous, au boulot!